Des présidents d'Assemblée nationale africaine reçus aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. La délégation forte d'une demi-douzaine de membres a été conduite par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Aujourd'hui, 25 avril, est célébrée la journée mondiale de lutte contre le paludisme. La maladie tue 1 million de personnes par an en Afrique. En 2012, la Côte d'Ivoire a été classée 5e pays endémique dans le monde. L'état des lieux de la maladie dans le pays dans cette édition. Et puis, deux des filles et l'avocat historique de Nelson Mandela menacent de s'affronter en justice pour le contrôle d'une partie du patrimoine de l'ex-président sud-africain. À 94 ans, Madiba, après une récente hospitalisation, n'est apparemment plus en mesure de trancher lui-même le litige. Voilà pour le sommaire. Il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Et comme tous les jeudis, au cœur de cette édition, le dossier de la rédaction. Aujourd'hui, on s'intéresse aux jeunes pousses dans la cacao culture. Ce sera dans quelques minutes seulement. En attendant, on se rend au palais présidentiel d'Abidjan. Le président Ouattara y a reçu en audience dans la journée une délégation des présidents des assemblées nationales d'Afrique. La délégation, forte d'une demi-douzaine de membres, était conduite par Guillaume Soro, patron du Parlement ivoirien. Le témoignage de Viviane Haïm. Après avoir honoré par leur présence forte et distinguée l'invitation du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro à l'occasion de l'ouverture solennelle le mercredi 24 avril de la première session ordinaire 2013 du Parlement ivoirien, les présidents des parlements du Gabon, du Congo-Brazzaville, du Niger, de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso, du Sénégal ont rendu ce jeudi dans la matinée une visite au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Ils étaient conduits par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Pour ces chefs de parlements africains, dont la présence en si grand nombre à Abidjan met en évidence, comme l'a souligné le président Guillaume Soro, que la Côte d'Ivoire a retrouvé son prestige, cette visite au président de la République Alassane Ouattara était l'occasion de lui adresser leurs félicitations pour le climat de paix en Côte d'Ivoire et ses efforts pour recréer la cohésion sociale, et aussi pour son leadership à la tête de la CEDEAO qui a réussi à rassembler tous les Africains. Notre présence se justifie par le soutien que nous pensons apporter au pays frère de la Côte d'Ivoire, à son assemblée, pour que ce pays maintienne le cap de la réconciliation, maintienne le cap de l'établissement de l'état de droit. Donc nous sommes également venus féliciter respectueusement Monsieur le Président pour les efforts qu'il a pu avec ses pairs de la CEDEAO, à accomplir en vue de rétablissement de la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire malien. Parce qu'il a fallu la détermination du président de la CEDEAO pour que la communauté africaine se mobilise. C'est une grande première que nous avons pu et nous avions tenu à féliciter le chef de l'État pour cette détermination que lui et ses pairs ont pu afficher. Les députés sont en formation depuis ce matin à l'hémicycle. Il est question de renforcer leur capacité sur le rôle et le mandat du parlementaire. La formation est assurée par des parlementaires venus, entre autres du Québec, de France, de Belgique et du Sénégal. Une formation rendue possible grâce à l'appui de l'Assemblée parlementaire francophone APF. L'éclairage de Victorine Yaoyobwe. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été renouvelée à près de 90% à l'issue des dernières législatives. Mais déjà avant ce renouvellement, l'institution ne fonctionnait plus normalement à cause de la crise. Le président de l'Assemblée nationale a donc jugé bon de renforcer les capacités des parlementaires et l'Assemblée parlementaire francophone a accepté d'apporter son soutien. Même si les uns et les autres savent ce pourquoi ils ont été élus, il est bon que l'on puisse mettre à leur disposition les textes et tous les éléments pour leur permettre de mieux exercer leur rôle
et aussi leur donner toutes les indications concernant leur statut. Les formateurs ont insisté sur le rôle important des députés dans le contrôle de l'action gouvernementale. Le vote du budget qui a été la raison de la création historiquement des parlements, mais aussi en contrôlant l'action du gouvernement. Et je crois que pour tout ça, il faut avoir la légitimité démocratique qu'ils ont et aussi des techniques. Il faut qu'ils échangent avec d'autres parlementaires qui leur feront part de leur expérience, comment ça se passe dans leur pays, pour par exemple interroger le ministre sur l'exécution de son budget ou sur la préparation de son budget. Tout ça, c'est très important. Cette formation fait partie d'un ensemble de projets en faveur de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à travers l'initiative multilatérale de coopération interparlementaire francophone. Et la Côte d'Ivoire est le premier pays à bénéficier de cette initiative de l'Assemblée parlementaire francophone. Pour terminer sur ce sujet, retour en image sur la cérémonie d'hier à l'Assemblée nationale. Elle s'est tenue, comme le veut la Constitution, le dernier mercredi du mois d'avril, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, une séance présidée par Guillaume Soro et marquée par la participation d'invités spéciaux venus d'Europe, du Canada et plusieurs présidents de parlements africains. C'est avec Victorine Yaoyobo. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvre toujours le dernier mercredi du mois d'avril, comme prévu par la Constitution en son article 62, alinéa 2. Pour cette année 2013, elle se tient seulement 3 jours après les élections municipales et régionales, marquées par quelques incidents. Le Parlement étant le lieu où s'exerce la démocratie, son président Guillaume Soro a saisi ce moment solennel pour interpeller les différents candidats. Je ne résiste pas au désir de rappeler l'appel au fair play électoral, cette vertu cardinale de l'olympisme que nous devons nous aussi introduire en politique. Je demande solennellement aux candidats qui ont participé aux élections de dimanche dernier d'accepter le verdict des urnes. Faisons en sorte que quelques sautes d'humeur bien compréhensibles de la part de candidats qui étaient certains de leur victoire, mais que le peuple n'a finalement pas retenu, ne retarde la publication des derniers résultats. Guillaume Soro a ensuite dressé le bilan de l'année 2012. À son actif, la rénovation de l'Assemblée nationale, l'élaboration d'un plan stratégique, des objectifs du Parlement et le renforcement de la diplomatie parlementaire. Toutes ces actions ont porté des fruits puisque la Côte d'Ivoire retrouve petit à petit son rayonnement dans la sous-région et hors de l'Afrique. La présence des délégations de parlementaires venus de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre illustre bien ce dynamisme de l'Assemblée nationale ivoirienne. Mais la priorité du Parlement, selon son président, demeure la réconciliation nationale. Comme l'année dernière, Guillaume Soro en fait le point central de son action. Honorables députés, mesdames et messieurs, notre devoir est de poursuivre résolument la réconciliation entre tous les Ivoiriens. Chacun d'entre nous doit se transformer tout au long de cette nouvelle année parlementaire en diplomate conciliant, mais aussi un prescripteur exigeant. À présent que le processus électoral de sortie de crise vient de s'achever avec les élections municipales et régionales, le temps est maintenant venu pour toutes les parties d'accepter de s'asseoir pour aborder ensemble la question de la réconciliation nationale avec ses implications sur le développement et la sécurité. Pour réussir cette mission, l'Assemblée nationale compte sur le gouvernement, la chefferie traditionnelle, mais aussi sur les amis de la Côte d'Ivoire, présents à l'ouverture de cette première session ordinaire. Au nom des parlements frères, le président de l'Assemblée nationale du Gabon s'est félicité des efforts consentis par la Côte d'Ivoire pour renouer avec la paix. Le peuple gabonais, par ma voix, tient à réaffirmer qu'il se tiendra toujours aux côtés du peuple frère ivoirien pour encourager ses efforts dans le processus de réconciliation et de pacification totale qu'il a entamé. Car nous sommes convaincus que l'histoire récente de la Côte d'Ivoire n'est qu'un malheureux faux pas. Après cette cérémonie solennelle, les 255 députés qui siègent au Parlement vont pendant 3 mois voter des lois. Déjà, une vingtaine de projets de loi attendent d'être examinés par les députés.
Ce communiqué du ministère de la Communication, les élections couplées qui viennent de se tenir ont créé des tensions suite à des contestations qui ont entraîné des dégâts graves allant jusqu'à occasionner des pertes en vie humaine. Ces violences sont inacceptables. Le gouvernement les condamne fermement et s'insurge contre les perturbations, des dépouillements, des bulletins suscités par certains candidats et les tient responsables des dérapages. Ces actions qui tendent à ternir l'image de notre pays et à perturber la quiétude de nos populations nous interpellent tous. Par conséquent, le gouvernement exhorte les candidats, tous bords confondus, à prendre toutes leurs responsabilités en appelant les uns et les autres au calme. Il les invite à accepter la loi des urnes. Le gouvernement ivoirien rappelle à tous que la CEI est la seule habilité à proclamer des résultats partiels et que des voies de recours existent en cas de contestation conformément aux lois en vigueur. Le gouvernement ivoirien rassure les populations et les invite à vaquer tranquillement à leurs occupations. C'est signé Maître Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication, porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien. Autre sujet, l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire au cœur d'une rencontre aujourd'hui entre le chef du gouvernement ivoirien et des hommes d'affaires ivoiriens et français. Un cadre d'échange créé par la Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire. Elle a eu lieu aujourd'hui au plateau. Le témoignage d'Alvorassa. Côte d'Ivoire, émergence 2020, les opportunités des affaires est le thème de cette rencontre de partage entre le Premier ministre Daniel Cablon Duncan et les responsables des entreprises françaises et ivoiriennes. Le chef du gouvernement ivoirien les a instruits sur l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire qui, selon lui, a véritablement pris du volume après la crise post-électorale, avec par exemple la construction des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux, des infrastructures administratives, le développement du réseau électrique, la lutte contre la vie chère et la création d'emplois. Des activités qui font de la Côte d'Ivoire un pays qui connaît la croissance. Une croissance reconnue par les institutions financières internationales et qui, selon lui, est de plus de 8%. Elle sera plus de 9% fin 2013. La croissance économique inclusive, tirée notamment par les investissements, devrait générer des emplois stables et corrélativement l'augmentation significative des revenus, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. L'investissement dans les ressources humaines devrait en outre permettre de disposer de femmes et d'hommes dotés d'une capacité forte comme concepteurs, acteurs, mais aussi bien sûr bénéficiaires du développement. Et le chef du gouvernement ivoirien de reconnaître que le développement de ces activités se fait en partie avec l'appui de la France et surtout les entreprises françaises basées en Côte d'Ivoire. Les chefs d'entreprise présents ont salué l'exposé du Premier ministre qui est rassurant selon eux quant à un environnement des affaires transparent. Nous sommes des financiers, la transparence est obligatoire. Je pense que si nous voulons réussir, faut montrer l'exemple. Et encore une fois, le phare de la Côte d'Ivoire doit pouvoir éclairer justement sur tout ce qui peut se passer dans un moment d'extension. Donc pour moi, je pense que rien ne peut se passer s'il n'y a pas de transparence. Le Premier ministre a été très fort à ce sujet. Je crois que ce soit en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne beaucoup de choses. Il y a des hommes au pouvoir, il faut leur faire confiance. La Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire qui a organisé cette rencontre a promis en organiser d'autres avec d'autres personnalités ivoiriennes pour permettre aux chefs d'entreprise françaises et ivoiriennes d'être au parfum de l'évolution de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, le Premier ministre Daniel Cablon Duncan était récemment aux États-Unis. Il prenait part aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Quel bilan de cette mission de 10 jours conduite par le chef du gouvernement ivoirien? Les éléments de réponse avec Alexis Ouetraogo. Une mission fructueuse selon le Premier ministre ivoirien. Au terme de cette réunion aux États-Unis d'Amérique, acte pratique, le Fonds monétaire international doit en mai 2013 statuer sur le cas de la Côte d'Ivoire dans la perspective d'un décaissement d'une trentaine de milliards de francs CFA. Autre point positif, un renforcement de l'investissement des groupes Ecobank et Afreximbank. Ecobank veut installer son siège à Abidjan en plein cœur du plateau et Afreximbank ouvrir une ligne de crédit de 250 milliards de francs CFA aux entreprises ivoiriennes. Les entreprises ciblées pour l'heure sont celles évoluant dans le secteur de l'exportation.
Le forum Investir en Côte d'Ivoire, qui aura lieu en novembre, a lui aussi séduit les États-Unis. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, récemment en visite à Abidjan, devrait y intervenir par vidéoconférence. Cette visite a aussi permis de discuter des modalités de déblocage des 1000 milliards de francs CFA promis par les institutions de Bretton Woods lors du groupe consultatif de Paris. Et puis en marge de ces assises, le chef du gouvernement a accordé une série d'audiences à plusieurs personnalités de la banque et de la haute finance internationale. Ces entretiens ont porté pour l'essentiel sur la coopération en vue de soutenir la croissance et la reconstruction de l'économie ivoirienne. Et pour clore la mission, Daniel Cablon-Duncan a pris part au dîner de la Fondation Mo Ibrahim. Il y a fait un plaidoyer en faveur de la paix, de la bonne gouvernance et du développement. Après sa brève suspension à raison de la campagne pour les élections, le dossier du GEDI reprend ses droits. Aujourd'hui, on s'intéresse à ces femmes exerçant dans la cacaoculture. Dame Orso, Léonie et Aïcha Kone se signalent à Agboville et à Boisseau Commune. Elles ont été primées à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes par le Conseil du Café Cacao. Comment sont-elles arrivées à la cacaoculture? Que vivent-elles comme difficultés? Comment ont-elles résolu le problème de l'accès à la terre? Autant de questions auxquelles vous trouvez des réponses dans le dossier de ce jeudi. Il est signé Noël Niagno. Ofa, un village de la sous-préfecture d'Agboville, à environ 70 km au nord-est d'Abidjan. Ici réside Dame Orso Léonie. Pour elle, la cacaoculture est une deuxième chance dans sa quête d'un mieux-être. J'étais à Abidjan, je suis couturière de profession, ça n'allait pas. Donc j'ai préféré venir rester dans le campement de mon papa. Une ambition savamment mûrie avec une claire vision de ses objectifs. Actuellement, j'ai 6 hectares de cacao. Bon, je commence à me débrouiller aussi avec 2 hectares de teck. Et on a nettoyé un coin pour faire 5 hectares de VA. On a commencé à nettoyer pour faire ça. Et on a aussi demi-hectare de cola. Fertilisant de cette ambition l'ouverture d'esprit de son frère aîné dans une société où l'accès à la propriété foncière des femmes n'est pas chose aisée. En tant qu'être humain, j'ai dit que garçons comme femmes, ils ont les mêmes droits. Mes sœurs doivent jouir des biens que Feu et Kissi Sona David leur a laissés. 2000, c'est la date du mariage de Dame Orso Léonie avec la cacaoculture. Déjà, elle fait des émules chez plus âgés qu'elle. Aujourd'hui, son mari est décédé. Elle est dans le champ et sur le champ. Mais de la manière elle a vu Mme Léonie faire son champ, ça lui a donné encore plus de courage. Donc ce qui fait qu'elle essaie d'agrandir son champ. Cette femme, ça fait sa 2e année qu'elle est dans le champ école. Mais vraiment, elle s'applique. Chaque fois qu'on lui rend visite, elle est au travail. Loin d'Agboville, à plus d'une centaine de kilomètres d'Abidjan, à Boisseau Comoué, dans le département d'Alépé. Aïcha Kone, tranquillisez-vous, ce n'est pas l'artiste. Elle est venue à la cacaoculture d'abord pour relever un défi. Bon, la cacaoculture, ça m'a plu, puisqu'il y a les hommes qui font la cacaoculture, pourquoi pas les femmes. Je suis allée à l'école, mais en école primaire, je n'ai pas pu aller au loin, faute de moyens, donc je suis restée. Donc ça m'a fait mal, il faut que tu te bats pour faire quelque chose, pour que toi aussi tu puisses t'en sortir. Le choix date de 2005. Il s'est construit progressivement avec les moyens du bord. À la différence de Dame Orso Léonie, Aïcha Kone est halogène. Son accès à la propriété foncière a nécessité une transaction financière pilotée par son époux. C'est mon mari qui est passé au devant et puis j'ai pu avoir le champ. Une fois l'engagement pris et l'accès à la propriété foncière acquise, bonjour aux difficultés d'ordre pratique, l'exploitation de la terre. À Boisseau Comoué, la quasi-totalité des productrices sont confrontées à ces difficultés. Les femmes sont un peu démunies, malgré toutes leurs volontés de vouloir faire la cacaoculture. À Ofa, par contre, Orso Léonie est soutenue par sa sœur cadette. C'est moi-même qui prenais la variété Senra Divo pour venir lui donner. Et quand elle a des problèmes, il fait appel, je lui viens en aide. Pour impulser une nouvelle dynamique à l'action des femmes productrices de café cacao, le Conseil du café cacao a honoré une vingtaine de femmes issues des zones de production. Orso Léonie et Aïcha Kone étaient au nombre des bénéficiaires de matériel agricole, un atomiseur et autres. Un don bien à propos.
Chaque fois, il faut chercher les gens, il faut chercher la machine pour pulvériser. Donc maintenant, on a nous-mêmes notre machine. À l'image du conseil Café Cacao, la coopérative Simpa, coopérative de négoce de produits agricoles d'Agboville, a décidé d'assister les 56 femmes membres de la coopérative dans leur volonté d'améliorer leur productivité et les aider à scolariser leurs enfants. Ces enfants seront suivis de CP1 jusqu'au collège pour voir comment, quand un enfant est suivi, quels résultats il donne. Ils avaient voté une somme de 3 750 000 et la coopérative en a voté 5 millions pour soutenir ça. Orso-Léonie, Aïcha Kone, deux jeunes pousses aux dents longues. Aujourd'hui des anonymes, demain des références. C'est leur vœu, parce qu'elles veulent ajouter leur grain de sel au maintien de la performance de la Côte d'Ivoire comme premier pays producteur mondial du cacao. Voilà, c'était le dossier de ce jeudi signé Noël Gnagno. J'en viens maintenant à ce projet de culture DVA au bénéfice de 10 jeunes déscolarisés. Ça se passe dans la commune d'Ebempe. Projet initié en 2007 par une fondation de la place en collaboration avec l'ONG Ivoire Développement Durable. Après 6 années de formation théorique et pratique, ces jeunes déscolarisés ont pu mettre en valeur 5 hectares DVA. La cérémonie de la première saignée DVA a eu lieu ce jeudi à Ebempe dans la commune d'Anyama en présence de Francis Boifo. Cette première saignée DVA est l'aboutissement du projet 10 000 arbres pour la Côte d'Ivoire au bénéfice de 10 jeunes déscolarisés d'Ebimpe, village situé dans la commune d'Anyama. Le projet a été initié en 2007 par une fondation de la place en collaboration avec l'ONG Ivoire Développement Durable. Il visait à former des jeunes Ivoiriens aux pratiques culturelles DVA, à les encadrer techniquement et financièrement en vue de la mise en valeur des plantations DVA. 6 années après, 188 pieds DVA sont rentrés en production sur les 2750 disponibles sur les 5 hectares DVA. Ces 5 hectares sont désormais la propriété de l'association des jeunes planteurs de Bimpe. Beaucoup de connaissances, comment cultiver les VA et les plantings, les petites techniques. À partir de ça, moi-même, j'ai créé aussi ma propre plantation. La terre, c'est l'héritage éternel. Donc, je les encourage, ceux qui sont à Abidjan ici, qui ne fassent rien, qui viennent à la terre pour cultiver de l'EVA. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable félicite les initiateurs de ce projet agricole. Cette action encourageante et porteuse d'espoir dans cette Côte d'Ivoire renaissante est tout simplement à prolonger et à pérenniser. Notre souhait, qui est également celui du président de la République, est que ce genre de projet foisonne dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Coût de réalisation du projet 10 000 arbres pour la Côte d'Ivoire, plus de 39 millions de francs CFA. Je vous le disais en titre, aujourd'hui, 25 avril, est célébrée la journée mondiale de lutte contre le paludisme. La maladie tue 1 million de personnes par an en Afrique. En 2012, la Côte d'Ivoire a été classée 5e pays endémique dans le monde. L'état des lieux de la maladie dans le pays avec Fatou Fofana. En Côte d'Ivoire, le paludisme est la première cause de consultation dans les centres de santé. Les plus touchés sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Le paludisme a en plus de cela un impact sur les finances des familles. Il entretient la pauvreté car 25% des revenus sont consacrés à la prévention et au traitement. Il est responsable de la moitié des absences dans les milieux scolaires et professionnels. La bataille contre le paludisme est donc plus que jamais engagée dans le pays. Cette maladie endémique est d'ailleurs inscrite au rang des affections prioritaires du Plan national de développement sanitaire 2009-2013. L'objectif à long terme est d'atteindre 0 décès liés au paludisme. Pour l'heure, il est question d'assurer la prise en charge d'au moins 80% des cas. La Côte d'Ivoire, avec l'appui de la Coalition internationale pour l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite, organise à partir de demain, 26 avril jusqu'au 29 prochain, une campagne de vaccination contre la pathologie. Elle s'inscrit dans le cadre de l'achèvement de l'éradication de la poliomyélite. On fait le point à la veille du lancement de ces journées avec Chantal Akanda. Une goutte salvatrice. Top départ de la première campagne de vaccination de l'année contre la polio. C'est à Montezo, à Alépé. Les populations sont sorties nombreuses pour marquer l'événement. Pour cette phase de lancement, 25 000 équipes de vaccination ont été déployées avec des doses de vaccin oral. Dans les familles, on arrive, on leur dit ce pourquoi nous sommes venus et on demande après les enfants. Ils font sortir les enfants et puis on les vaccine.
par jour, on peut faire 150 enfants. Avant, nous marchions sur des kilomètres et des kilomètres pour aller sensibiliser les gens, recenser les enfants afin de les faire vacciner. Mais maintenant, aujourd'hui, quand on a des vélos, j'espère que vraiment ça pourra aller. Les mamans ont décidé de se mobiliser pour en finir avec cette maladie invalidante. C'est une mauvaise maladie. J'invite en tout cas mes jeunes sœurs qui veulent vraiment la bonne vie de leurs enfants à vacciner leurs enfants. Comme nous. J'ai 2 enfants, des jumelles. Elles ont 1 an, 7 mois. En tout cas, c'est vraiment important pour faire cette vaccin à les enfants. Tous mes vaccins sont vraiment occupés. Je suis venue avec mes 2 enfants. J'ai toujours fait vacciner mes enfants. Parce qu'on m'a toujours dit que la polio, quand ça atteint l'enfant, même quand l'enfant marche, il peut atteindre cette maladie. En Côte d'Ivoire, depuis juillet 2011, aucun cas de poliovirus sauvage n'a été détecté. Mais l'État n'entend surtout pas baisser les bras. Ce sont des enfants de moins de 5 ans qui sont concernés par cette campagne. Une campagne qui va s'étendre sur 4 jours avec l'administration des gouttes de polio, de la vitamine A et du déparasitant. Les populations sont invitées à présenter leurs enfants aux agents vaccinateurs. Dans le chapitre santé toujours, parlons à présent de ces maladies comme le cancer qui continue de faire des victimes quand la maladie n'est pas dépistée tôt. À cela, il faut ajouter le coût du traitement jugé souvent élevé. Il serait souhaitable que ces maladies bénéficient de la même attention des autorités comme dans le cas du sida et de la polio comme on vient de le voir, qui bénéficient d'une grande sensibilisation avec les moyens qu'il faut. L'analyse est de Delphine Blas. La poliomyélite ou polio, c'est la maladie qui provoque la paralysie des membres, généralement des pieds. C'est une infection très contagieuse causée par un virus dans la gorge ou le système digestif de la personne infectée. La maladie commence par la fièvre, des nausées. Elle a des symptômes semblables à ceux de la grippe, comme des douleurs dans les muscles. Un enfant atteint peut être plus fatigué que d'habitude, manquer d'appétit ou avoir des raideurs au cou ou au dos. Il est possible que certains enfants atteints n'aient pas de symptômes et ne se sentent pas malades. La polio se transmet d'une personne à une autre, la plupart du temps par le contact avec les selles d'une personne infectée. Elle peut également se transmettre par la toux et l'éternuement. La polio s'attaque au système nerveux de votre enfant et peut entraîner la paralysie ou même la mort. La vaccination est le seul moyen pour éviter la polio. Depuis 2011, aucun cas de polio n'a été déclaré en Côte d'Ivoire. Une bonne nouvelle. Cela est dû à la sensibilisation et à une vigilance accrue du gouvernement et des partenaires de la santé. Il serait souhaitable que cela soit pareil pour toutes les maladies coûteuses qui continuent de faire des victimes ou de tuer. Le cas du cancer. Dépisté tôt, le malade peut guérir. Dans le cas contraire, où la maladie est dépistée tardivement, le malade est face à des ordonnances élevées. La sensibilisation sur le sida et la gratuité des médicaments, des ARV, font qu'aujourd'hui le VIH est de plus en plus accepté par les malades et la population. Le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein et autres pathologies pourraient bénéficier de la même attention de la part des autorités. Cela en vue de donner le sourire à ceux qui souffrent et qui ne savent pas aujourd'hui à quel sein se vouer. À l'étranger, cette information en bref, le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'autoriser le déploiement de 12 000 casques bleus dans le nord du Mali. Troisième et dernier titre de ce 20h, 2 des filles et l'avocat historique de Nelson Mandela menacent de s'affronter en justice pour le contrôle d'une partie du patrimoine de l'ex-président sud-africain. À 94 ans, Madiba, après une récente hospitalisation, n'est apparemment plus en mesure de trancher lui-même le litige. Reportage. Voici 3 semaines, la santé de Nelson Mandela inquiétait toute l'Afrique du Sud. Le prix Nobel de la paix, âgé de 94 ans, était hospitalisé une fois de plus. Nelson Mandela est devenu très fragile. Sur ces rares images de lui, de l'été 2012, il semble absent. Problème de mémoire selon certains de ses amis. Or, l'icône de la paix est à la tête d'un important patrimoine. Un patrimoine aujourd'hui au centre d'une âpre bataille juridique et familiale. Zenani et Makawidze Mandela, 2 filles de Nelson, accusent le célèbre avocat Georges Bizos et 2 autres personnes de vouloir contrôler des fonds d'investissement créés par leur père. Bizos, ami de longue date du héros anti-apartheid, affirme que Mandela lui-même l'a mandaté. Une affaire délétère qui scandalise les Sud-Africains. Tout d'abord, Mandela n'est pas encore mort. Il est toujours avec nous et il a son mot à dire sur sa fortune. Donc je pense que ce qu'ils font n'est pas bien. Je pense que ce n'est pas correct. Il devrait le respecter et le laisser tranquille. Quand il sera mort, toute sa famille sera divisée et chacun essaiera de prendre sa part ou d'utiliser son nom.
La famille Mandela n'a pas attendu pour se déchirer. Les relations sont tendues entre les héritiers. Ce journaliste a interviewé Madla, l'un des petits-fils de Mandela, opposé aux actions judiciaires de ses tantes. Il m'a dit, ce qui est en train de se passer, c'est que certaines de mes tantes et leurs petits-enfants sont en train de se partager l'héritage de Mandela alors qu'il est toujours en vie. La presse soupçonne la famille Mandela de vouloir tirer des bénéfices personnels de l'image du héros national. Son exploitation rapporte des milliers d'euros, une manne gérée par 2 fonds à vocation humanitaire. Ces fameux fonds que les filles de Mandela veulent à présent contrôler. Voilà qui marque la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas, à partir de 20h50, la suite de la proclamation des résultats des élections municipales et régionales en direct sur RTI 1. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.